Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Conformément à notre habitude, nous allons commencer par le géopolitique, avec cette guerre presque totale maintenant menée par les Émirats et l'Arabie Saoudite au Yémen. Une guerre extrêmement meurtrière avec un déploiement de moyens absolument considérables, éclipsé naturellement par le choc émotionnel causé par cette photo tragique d'un petit enfant noyé au bord d'une plage turque. Autre élément géopolitique majeur, la Russie va aider Assad à protéger Damas. Daesh est déjà dans les faubourgs et on est vraiment dans une situation qui devient quasiment critique stratégiquement pour la Syrie. Donc, est-ce que Moscou va s'impliquer davantage? Il semblerait pour l'instant que les Occidentaux n'y voient pas d'objection. Opération au Yémen, opération donc en Syrie, et toujours pas de véritable rebond du baril de pétrole, mais toujours une hyper volatilité, désormais entre 43 et 47 dollars. Le seuil à surveiller à la hausse, c'est 49. Au-delà, oui, on se changerait bien de tendance avec ce qui s'assimile, ce qui peut être effectivement considéré comme une tête-épaule inversée du baril de WTI sur la zone des 37,50. Revenons maintenant aux indices boursiers, à leur grande vulnérabilité. On peut le constater ce vendredi, à nouveau, 2,15 de hausse la veille, 1,7 reperdu en moins de 2 heures. Chaque fois que le marché monte, alors oui, toujours le même phénomène, les vendeurs disparaissent, le trading haute fréquence se met off, on débranche tout, et puis quand le marché s'équilibre, et bien là, qu'est-ce que l'on voit revenir? Les vendeurs, ce ne sont pas les acheteurs qui transforment l'essai, ça monte dans le vide et ça baisse avec du volume. C'est typiquement un marché dit de distribution. Alors, pour le CAC 40, théoriquement, on devrait quand même finir laborieusement par aller chercher les 4720, retracer 50% de la baisse. Mais on voit bien que chaque fois que ça remonte, c'est considéré comme une opportunité de vente. Alors, que se passe-t-il? Le marché devient-il lucide? Aurait-on commencé à ôter le bandeau? Bien, pour l'instant, non. On a juste desserré un petit peu le nœud. Il y a un peu de lumière qui passe, mais on ne voit évidemment pas encore la réalité telle qu'elle est. On ose imaginer qu'elle n'est peut-être pas telle qu'on la rêve. La Chine, par exemple, eh bien, le FMI nous dit on est peut-être en dessous des 7, 6,8. Non, on est à 3,8 en Chine au maximum. On est grosso modo au même niveau que la croissance américaine, telle qu'elle apparaît, telle qu'elle transparaît de la manipulation indicielle, parce que la vraie croissance américaine, ne vous faites pas d'illusions, elle est certainement pas supérieure à 2%. On voit d'ailleurs ce matin en Allemagne que les commandes à l'industrie ont chuté au mois d'août de moins 1,4%. C'est dû au ralentissement de la demande étrangère, moins 5,2%. Alors heureusement, il y a la demande intérieure, plus 4,10. Ça vient surtout du secteur automobile parce que, heureusement, en Europe, l'année 2015 est une année où ça redémarre, où on achète plus de voitures, mais ça ne suffira certainement pas à maintenir l'Allemagne sur une trajectoire de croissance de 1,5% en rythme annuel. Il ne faut pas rêver là non plus. Alors l'intervention de Mario Draghi, très attendue la veille, elle n'a pas déçu naturellement. Monsieur Draghi a dit la petite phrase qu'il fallait. Le QE peut être illimité. En tout cas, la BCE peut encore injecter, comme il l'a dit, pratiquement sans limite. Le problème, c'est que est-ce que quelqu'un croit encore qu'un quantitative easing relance la croissance, fait baisser le chômage? Évidemment, non. Les cyniques savaient que ça faisait monter les marchés financiers et que ça faisait des bulles.
Et puis, on semble découvrir, réalisé avec la Chine, que même avec le QE le plus massif, celui orchestré par Pékin, par tous les canaux possibles et imaginables, pas seulement par des rachats de créances immobilières comme aux États-Unis, on s'aperçoit que même le QI massif ne parvient pas à doper l'économie chinoise. Alors, comme ça ne marche pas non plus au Japon, eh bien, ça ne marchera probablement pas non plus en Europe. Donc, tout ce que l'on fait en injectant, c'est détruire la valeur de la monnaie. Au Japon, il faut quand même revenir là-dessus. Cette déclaration d'un des membres de la BOJ, c'est la première fois quasiment qu'on entend un discours aussi dissident. Monsieur Kiuchi a affirmé que l'objectif des 2% d'inflation ne sera jamais atteint au Japon, ni en 2007, ni en 2017, qu'en 2015, on est probablement à 0 et qu'on va y rester, qu'au niveau de la croissance, on s'en va probablement vers une croissance nulle, et qu'en plus, faire plus de QI n'aurait que des effets marginaux. C'est un des membres de la BOJ qui le dit. Alors, non, c'est pas un faucon, c'est pas quelqu'un qui a une vision négative, contrarienne, pessimiste des choses. On peut dire que son langage reste pour l'instant mesuré par rapport à la réalité de terrain où véritablement le Japon est de nouveau soumis à des pressions déflationnistes et où le pouvoir d'achat des Japonais se dégrade car pas un yen injecté par la Banque centrale du Japon n'a été consacré à l'augmentation des salaires et du pouvoir d'achat moyen. Et pour enfoncer le clou, M. Kiuchi déclare également que le moteur de l'investissement qu'on pensait repartir rugissant en première partie d'année, eh bien ce moteur est en train de s'éteindre car les entreprises japonaises voient bien ce qui se passe en Chine, au Brésil, dans toute l'Asie du Sud-Est et elles ont stoppé leurs investissements. Voilà, donc certains, dressent ou font un diagnostic lucide de la situation économique, mais pour les marchés, je le répète, pour l'instant, on a juste commencé à délier légèrement les liens du bandeau.